Nous allons démarrer dans quelques instants. Merci, à tout de suite. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, selon où vous vous trouvez. Soyez tous et toutes bienvenus. Euh, Je suis très heureuse de vous accueillir. Je vois que les participants nous rejoignent. Je m'appelle Leila Loupis. Je travaille au secrétariat de la Task Force TTF. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir pour cet événement. Nous avons également nos collègues du bureau multi-pays Caraïbes qui sont avec nous. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'un webinaire, un nouveau format qui fait que l'interprétation est disponible. Alors, n'hésitez pas à utiliser le bouton qui est en bas de l'écran. Vous pourrez choisir la langue qui vous convient, français, anglais ou espagnol. L'interprétation est donc prévue. Il y a une possibilité de questions et réponses. Là aussi, vous avez un petit bouton que vous pouvez utiliser pour vous présenter, faire des remarques, poser des questions, pourquoi pas. Les intervenants seront très heureux de répondre à vos questions pendant ou à l'issue de l'événement. Nous aurons de nombreux intervenants aujourd'hui qui vont parler donc du projet de formation des enseignants dans les Caraïbes. Il s'agit notamment de les accompagner dans la formation au CIT. Des représentants sont là du bureau multi-pays des Caraïbes, de Blackboard, l'Académie Blackboard, des universités de West Indies, des Indes occidentales, des Antilles donc, des formateurs de formateurs, des enseignants, des représentants de Trinidad, de Tobago et de la Jamaïque. Mes collègues vont vous les présenter à mesure que, bien sûr, la réunion se déploie. Nous sommes heureux, bien sûr, de nous intéresser plus particulièrement aux Caraïbes aujourd'hui. Pour autant, c'est bien une dimension internationale qui est à nos esprits parce que ce que l'on veut ici, c'est partager les expériences qui se sont faites ici, dans les pays des Caraïbes, mais l'objectif est aussi d'en partager avec d'autres régions du monde, avec d'autres personnes. Alors, l'objectif de ce webinaire, eh bien, c'est échanger autour du projet CIT Blackboard dans différents pays, les Caraïbes, pour voir les enseignements principaux à en retirer, voir quels sont également ce que l'on a pu avoir comme vécu dans ces projets qui impliquent donc différentes étapes, à savoir contextualisation, comment est-ce qu'on a adapté le projet aux pays concernés. Ensuite, comment on a travaillé en partenariat pour assurer le succès de cette initiative. Et puis aussi, demain, que peut-on apprendre du projet mené dans les Caraïbes pour en tirer enseignement pour d'autres régions qui auraient des projets similaires pour qu'ils soient couronnés à leur tour de succès. Sans plus attendre, je vais maintenant accueillir à nouveau tous et toutes les participantes. Nous sommes très heureux de vous avoir. N'oubliez pas, je le répète, que le bouton interprétation est là. Il vous permet de choisir la langue qui vous convient. Je présente avec joie mon collègue Peter Wallet qui représente la Task Force enseignant, TTF, et qui va donc prononcer quelques mots de bienvenue en ce début de webinaire. Merci beaucoup, Leïla. Je suis ravie de participer à cette réunion sur le virage numérique, empouvoirment donc des enseignants dans les Caraïbes, car il est important effectivement de pouvoir répondre aux objectifs en matière d'éducation pour la région en tant que participant. Et je suis heureux donc de souhaiter la bienvenue aux représentants des ministères, aux décideurs politiques, aux partenaires de développement, aux enseignants
et aux représentants de la société civile et à leurs organisations. La crise du Covid a été un événement particulier. Il a amené une révolution de l'enseignement qui était déjà en cours d'ailleurs dans un certain nombre de pays avant même la pandémie. Les écoles ont fermé, la distanciation sociale s'est imposée et mm, on s'est rendu compte que les enseignants devaient s'adapter. Ils ont dû adapter leur méthode pédagogique. Il a fallu qu'ils soient formés donc pour s'adapter très rapidement. On est passé à l'enseignement euh, en ligne, mais dans un tel contexte, beaucoup d'enseignants ont eu du mal quant aux applications pédagogiques de certains outils, certaines technologies. Et puis, il y avait le fait qu'il parfois manquait de certaines connaissances numériques. Tout simplement, autre problème aussi d'évaluation des cursus, étaient-ils adaptés? Ici, comme dans bien d'autres parties du monde, il y avait déjà des problèmes entre 83 et 78 des enseignants dans la région Amérique latine avaient les compétences de base suffisantes en matière numérique. Autant dire qu'il y avait des manques en matière, donc je le disais, de TIC. Ils n'avaient pas été suffisamment formés en amont et ils n'avaient pas été formés à la fois en amont de manière générale et plus précisément techniquement à l'enseignement par ces techniques numériques. Et pour autant, on a eu une pression considérable à ce moment-là qui s'est exercée sur les enseignants. Les enseignants se sont mis à l'ouvrage en essayant d'enseigner, parfois en ligne, hors ligne, aidés parfois par les pouvoirs locaux, les représentants professionnels des enseignants, et puis souvent ce sont les enseignants eux-mêmes qui se sont formés. Alors l'accès n'était pas universel et conformément à une étude, un questionnaire qui a été proposé notamment par la Banque mondiale et un certain nombre d'autres organisations. Ce questionnaire donc a révélé que les enseignants avaient des carences en matière de maîtrise des technologies numériques et qui plus est, même dans les pays qui ont bénéficié d'un soutien, eh bien, parfois, les enseignants n'avaient pas d'accès en ligne. Beaucoup de carences, ce qui montre que la formation des enseignants doit être menée comme il se doit pour que les enseignants puissent relever les défis professionnels qui les attendent. Nous sommes là donc pour échanger nos expériences, nos points de vue, pour que l'on puisse effectivement mettre à profit aussi les connaissances des enseignants dans ces domaines qui sont tout à fait reconnus. Et cela va même au-delà, si vous voulez, de l'utilisation de l'Internet, formation Internet, c'est-à-dire en amont de leur formation, pendant leur formation, pour qu'ils aient un accompagnement de différentes natures, techniques, mais aussi affectifs parfois, ou émotionnels, pour qu'ils puissent s'adapter, accompagner ce changement et ce passage au numérique. Alors, quelques transparences, si vous le voulez bien. Des politiques nationales sont une très bonne chose, hein, mais dans le contexte, si vous voulez, de cette formation nationale, il est important de pouvoir aligner les compétences et les connaissances de l'ensemble des enseignants en mettant en place un programme qui soit là pour tous et bien évidemment, dans, dans un tel contexte, le référentiel de compétences TIC pour les enseignants est là pour garantir un accès à tous à ces compétences. L'UNESCO a d'ores et déjà soutenu ce type de programme de développement de référentiel de compétences TIC pour les enseignants. Et les sites dans l'éducation ont été reconnus dans leur nécessité par rapport à la formation à l'éducation. Il y a eu tout d'abord la déclaration d'Incheon, ensuite celle de Qingdao.
qui a insisté notamment sur le rôle de ces sites dans la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4. Transparent suivant, s'il vous plaît. Comme vous le voyez ici, ce référentiel a été révisé en 2018. Les dimensions, le niveau de connaissance a été mis à jour. Il y a 6 dimensions et 3 niveaux. Les 6 dimensions qui vont couvrir en fait la compréhension du numérique dans l'éducation, programme, évaluation, pédagogie, application des compétences numériques, organisation, administration et enfin formation professionnelle des enseignants. Couvre également 3 niveaux de difficulté. Dans un premier temps, il s'agit surtout d'assurer une acquisition des connaissances dans un premier temps. Ça la recouvre, aborde ensuite donc des niveaux relativement complexes de connaissances et d'acquisition. Après, on va passer à l'étape de l'approfondissement des connaissances et enfin, dans un troisième temps, création des connaissances. Le référentiel s'appuie sur un certain nombre de principes. Société du savoir, inclusion et principe de conception universelle, autant de principes qui vont faire que tous les usagers vont avoir accès de manière à peu près homogène au site, au CIT. Après, accès aux ressources éducatives libres, ça c'est les potentiels et les défis éventuellement d'innovation, les réseaux sociaux, technologies mobiles, l'Internet des objets, intelligence artificielle, réalité virtuelle et réalité augmentée, big data, codage, éthique et protection des données privées. Sur la planche suivante, voici quelques exemples qui sont extraits du guide, un guide à la fois très détaillé, très précis, quant aux différents niveaux que l'on va pouvoir développer sur ces 6 dimensions. Vous voyez ici un exemple, par exemple, de l'aspect 6 sur la formation professionnelle des enseignants qui précise quels sont les objectifs de cursus, quels sont les différents objectifs ensuite qui sont ventilés, que vous voyez ici, enfin des activités fournies à titre d'exemple. Par ailleurs, nous n'oublions pas que nous avons une réunion biannuelle, et cette fois-ci, ce sera à Kigali à la mi-décembre, où on va faire le point des avancées. Enfin, je dirais que avoir un enseignant de qualité, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus riche pour l'enseignement. Certes, les solutions numériques ne vont pas remplacer les enseignants, mais pour autant, les enseignants, bien sûr, s'ils acquièrent des compétences numériques, vont pouvoir maintenir, voire améliorer la qualité de leur intervention. Il est donc important et sera de plus en plus important d'incorporer les solutions numériques à l'enseignement. Je me réjouis des débats que nous allons entendre maintenant autour du retour d'expérience et partage également d'expérience. Et je vous souhaite pleine réussite dans vos travaux de ce webinaire. Merci vraiment beaucoup, Peter, pour cet exposé particulièrement intéressant. C'est Nakita West qui va maintenant nous présenter dans les grandes lignes le projet Caraïbes. Elle est donc responsable du bureau multi-pays dans les Caraïbes. Là, vous avez la parole. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon les uns les autres. Je suis ravie de pouvoir vous présenter notre projet et pour ce faire, je me propose de faire un partage d'écran. J'espère que vous voyez bien. Alors, bien sûr, notre projet est la réponse éducative au Covid-19, enseignement à distance et numérique. Nous sommes en partenariat, bien sûr, pour cette action avec, cela va de soi, l'UNESCO, l'Académie Blackboard,
qui est un fournisseur de logiciels, solutions logicielles mondiales tout à fait réputé, qui propose donc des cours et des formations en différentes langues. Et puis nous avons également le CCEP, le Centre des Caraïbes pour la planification de l'éducation. Et enfin, sans oublier nos donateurs également, qui sont aussi nos partenaires, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, c'est d'Allemagne, hein, qui sont les principaux fondateurs de ce projet, et puis l'UNICEF. Alors, vous avez déjà entendu parler de ce projet. Vous savez qu'au début donc de la pandémie, les gens, et notamment les enseignants, ont dû mettre en place des modalités de formation à distance, souvent sans beaucoup d'aide, d'orientation et de ressources. Et il faut savoir qu'en Amérique latine, dans les Caraïbes, nombre de ces enseignants n'avaient aucune formation initiale pour pouvoir basculer ainsi à un enseignement en ligne après la fermeture des écoles. Et donc, le projet a été mis en place pour accompagner les États membres à travers justement la coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO en développant un enseignement à distance de qualité. Il s'agissait de renforcer les capacités des pays à mettre en œuvre un enseignement à distance de qualité pour que le système éducatif, bien sûr, soit préservé dans ces pays et pour assurer également la pérennité de l'enseignement. Une fois la pandémie terminée, se fondait sur le développement des capacités des formateurs d'enseignants, sur les enseignants également, les inspecteurs de l'éducation, afin donc de fournir, encore une fois, un enseignement de qualité. Alors, que se passe-t-il dans les petits États insulaires en développement? Voilà les 20 États membres de l'UNESCO et les membres associés qui sont présents dans les Caraïbes et qui relèvent de cette catégorie de petits États insulaires en développement. Et voilà également les professeurs qui ont participé au projet sont issus de ces petits États insulaires dont je donne la liste. Le Suriname, Saint-Vincent-les-Grenadines, Trinidad-Tobago, Anguilla, Aruba, les îles Vierges britanniques, Curaçao et Saint-Martin néerlandais. Les principaux objectifs, c'était surtout de permettre à un groupe de 40 formateurs de 20 pays, leur permettre de devenir ceux qui, à leur tour, allaient transmettre le cours enseignement panaché et stratégie en ligne. Il s'agissait de contribuer également au développement professionnel des enseignants et des éducateurs dans cet enseignement justement mixte et panaché. Nous voulons partager que des 40 personnes que nous avons ciblées pour les former en tant que formateurs principaux, nous avons en fait certifié 52 et nous sommes très fiers de cette réussite car nos formateurs ont fait preuve d'engagement, de volonté tout au long du processus et ont fait de ce programme un programme adapté aux besoins de la région. Donc, en Belize, en Trinité-Tobago, Curaçao, voilà, on a vraiment des formateurs qui représentent tous les pays de la région. Nous avons donc eu 3 promotions pour atteindre l'objectif de 10 000 et on avait au total presque 13 000 participants. La première vague s'est tenue en juin, donc pendant le semestre, avec 1809 participants provenant de 6 PEID. La deuxième vague a commencé en août avec 3180 participants provenant de 13 PEID. Et la troisième promotion, nous avons décidé qu'on
qu'elle commencerait un peu plus tard pour permettre à davantage de pays de participer. Elle a donc commencé en septembre et il y a eu 7 830 participants provenant des 20 pays, petits États insulaires en développement. Et donc, grâce à tous ces efforts avec la région, les ministres de l'Éducation, nos partenaires, nous sommes parvenus à ce total de plus de 12 000 participants. Alors, une vision générale, voilà, on a tiré de nombreux enseignements et on n'en est qu'au début du processus de réflexion puisque ça vient tout juste de se terminer. Ça s'est terminé cette semaine, en fait, donc on est toujours dans la phase de conclusion. On a encore des réunions avec nos partenaires et on continue la conversation pour permettre de soutenir les professeurs à la fin de ce projet. Mais certaines choses que nous voulions souligner, une des leçons, un des succès du programme, c'est les partenariats avec l'Académie Blackboard, l'équipe spéciale pour les enseignants, le CCEP, le groupe de référence caribéen, le ministère de l'Éducation, les commissions d'assignal, nos partenaires locaux, l'UNICEF, le Conseil de l'éducation de Jamaïque et des institutions de formation des enseignants. Avec tous ces partenaires de notre réseau, nous avons eu du soutien, ils nous ont aidés à recruter et à nous assurer que les enseignants étaient connectés à ce programme et qu'ils pouvaient participer, s'engager. C'était un véritable succès en ce sens. Un autre enseignement clé, très rapidement car on va y revenir, mais c'est les formateurs. On avait des réunions hebdomadaires de mentorat avec eux qui représentaient une opportunité d'entendre un retour d'information de leur part. C'était eux qui vivaient cette formation, cet échange avec les enseignants, et ils pouvaient donc nous dire ce qui se passait, quels étaient les défis, si c'était plutôt sur le contenu, sur le timing, si c'était le fait qu'il y avait des priorités qui se faisaient concurrence. Et donc, voilà, ces réunions nous donnaient l'opportunité d'échanger avec eux et d'ajuster le programme lorsque c'était nécessaire sur le calendrier, par exemple, en donnant davantage de temps pour ceci ou cela. Également, un enseignement, les modalités de recrutement collaboratif et large. Au début du progrès, on a vraiment utilisé nos partenaires pour recruter des participants. Mais on a vu également qu'on pouvait utiliser les réseaux sociaux, euh, notamment pour les webinaires de formation des enseignants. Et donc, on a pu travailler avec des enseignants qui, sinon, n'auraient pas pu participer. Ça nous a permis d'avoir une portée bien plus large, notamment d'atteindre des enseignants dans des zones plus éloignées. Le programme de la formation est applicable à toutes les plateformes. C'est un programme, celui de Blackboard, qui est très divers et dont le seul objectif est vraiment d'apprendre à enseigner en ligne avec toutes les compétences nécessaires pour s'adapter à ce nouvel espace d'enseignement qu'est l'espace en ligne. Et, et cette plateforme pouvait donc aider n'importe quelle personne, n'importe qui peut naviguer n'importe quelle plateforme. Ils étaient également souples sur donc, le contenu, mais également ils écoutaient énormément les retours d'informations, les retours d'informations des formateurs, de nos partenaires, le CCEP et de l'UNESCO, bien sûr. Et donc, on a pu échanger, s'accorder sur 2 niveaux de certification, c'est les besoins qu'on a observés, et en se basant notamment sur les différentes priorités. Le calendrier du programme n'était pas toujours parfait et adapté à chacun. Par exemple, on pense souvent que l'été, c'est le meilleur moment, mais on entendait souvent de la part des enseignants et des formateurs que les enseignants n'avaient pas forcément le temps. Ils avaient d'autres choses à faire, d'autres formations déjà prévues. Et donc, ils devaient choisir quelle formation suivre. Et donc,
même si au début on s'est dit que bon, le meilleur moment ce serait l'été après l'année scolaire, mais finalement ce n'était pas forcément le cas. Et on avait des réunions euh, hebdomadaires avec les partenaires d'implémentation, avec notamment l'UNESCO, les formateurs, et ça permettait d'échanger, d'avoir des retours d'informations pour avoir un ajustement permanent, une souplesse, et c'est des opportunités de changement, car cela représente beaucoup de travail. Nous avons énormément travaillé pour en arriver là. Voilà, donc certains enseignements clés, pas tous, mais ceux que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez un peu le projet, si ce n'est le fait que, bien sûr, nous avons atteint notre objectif. Mais voilà, je voulais que vous compreniez comment nous y sommes parvenus. Voilà, merci beaucoup et je me tiendrai prêt à répondre aux questions lorsque ce sera le moment. Merci. Merci beaucoup, Nikita. Euh, Et félicitations pour ce beau projet et ces chiffres qui témoignent bien de votre excellent travail. Nous allons donc passer à des témoignages des différents participants. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à ma collègue Latoya qui va gérer les discussions de table ronde. Elle est responsable nationale des programmes pour le bureau cluster de l'UNESCO des Caraïbes et c'est elle qui va modérer cette session. Merci beaucoup, Leila. Merci, Nakita. Et donc, nous partageons véritablement votre engouement concernant les réussites de l'équipe sur ce projet. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les participants de notre table ronde. Je ferai court car on essaye de ne pas dépasser le temps alloué. Donc, au panel 1, nous allons parler des enseignements tirés des nouvelles opportunités du projet UNESCO Blackboard dans les Caraïbes. Un premier de la liste, et on va toujours en parler beaucoup plus, c'est notre partenaire de l'Académie Blackboard, de Blackboard Academy, Joël Armando, qui est gestionnaire de projet pour les programmes de développement à Blackboard Academy. Elle a des années d'expérience, je crois une vingtaine, mais je ne suis même pas sûr. Elle a déjà effectué tant de travail. Une personne très énergique, des années d'expérience dans l'éducation, la formation, elle a différents rôles avec des projets en ligne, hybrides, sur la conception notamment des programmes, et elle a vraiment de l'expertise concernant ce domaine, et elle a géré l'équipe de Blackboard. Également, Dr. Chantal Moore, qui est enseignant de langue et littérature à l'Université des Antilles, et elle est représentante du comité pour le Conseil de l'Université de Jamaïque. Elle a dirigé l'équipe du CCEP, qui est un de nos partenaires sur ce projet, sur la coordination des détails de l'engagement et de la participation. Avec nous également, Norishka Everts, qui est donc une de nos formatrices originaire de Curaçao et qui est passionnée par l'éducation, a beaucoup d'expérience en gestion de projets dans le cadre des industries, notamment. C'est une éducatrice dans l'âme, dans sa carrière. Elle a travaillé dans le secteur public et dans le secteur public et elle continue sur cette voie. Également avec nous, Juanita Hilary, une de nos enseignantes du programme de la première promotion. Elle enseigne les langues et les études sociales au niveau primaire et elle poursuit sa carrière, son développement en Dominique, au collège de Dominique. Merci donc à ces participants de cette table ronde qui ont accepté de venir partager avec nous les enseignements tirés du projet. Commençons donc par Joël, puis nous enchaînerons sur les autres participants, Chantal, Noishka, Juanita. Merci beaucoup, Latoya. Je ne sais pas vraiment ce que je peux ajouter à l'excellente présentation de Nakita, mais
j'aimerais essayer de présenter quelles sont les leçons que l'on a tirées, de moins de notre perspective à nous, à Blackboard, et ce que l'on a appris tout au long du processus. Une première chose que j'aimerais souligner concerne l'élaboration de ce programme. Ce programme a été élaboré pour que les participants euh, fassent l'expérience de l'apprentissage en ligne du point de vue de l'étudiant, pour voilà, qu'ils se rendent compte de ce que c'est qu'un bon programme d'enseignement en ligne. Et donc, cela inclut la collaboration, la réflexion, du temps pour expérimenter. Et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en 30 minutes dans un webinaire. Ça demande du temps, ce qui donc représente plus de 20 heures de participation au programme. Donc, c'est des webinaires, des activités, certaines en groupe, où il faut échanger avec des collègues, construire un groupe, etc. Donc, c'est quelque chose qui est venu ajouter un niveau de complexité au projet, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui représentait une des valeurs ajoutées du projet. C'est un programme qui, pour ceux qui ont eu l'opportunité de le suivre, leur a apporté, j'espère, l'opportunité de vivre une formation en ligne du point de vue de l'étude de l'apprenant. Et donc, en termes de défis, pour commencer, je dirais tout d'abord les, les défis classiques, la connectivité, l'accès à l'infrastructure, la culture numérique de base. Ce sont voilà, des défis auxquels on fait régulièrement face dans les programmes en ligne. Dans ce cas particulier, il y avait également le défi du temps. C'était vraiment une contrainte importante. Comme l'a dit Nakita, le c'est un programme qui demande beaucoup de participation, d'engagement de la part des participants. Et donc, qu'avons-nous appris chez Blackboard? Certains enseignements sont nouveaux et d'autres étaient vraiment des confirmations de choses que l'on avait déjà appris par le passé. Le point le plus important, je crois, c'est si ce n'est bien sûr la valeur de ce partenariat avec l'UNESCO, le CCEP, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais après cela, l'autre enseignement le plus important qu'on en ait tiré, c'est la valeur des facilitateurs, de nos formateurs, et ce qu'ils ont apporté au projet. À Blackboard, nous avons eu cette mise en œuvre de ce programme dans différentes régions. C'est un programme que l'on met en œuvre de façon similaire. Il y a une certification, un certificat à la fin, et on veut que ce certificat ait la même valeur dans toutes les régions, mais grâce au retour d'informations de nos formateurs, alors on a pu effectuer des modifications au programme pour maintenir nos normes de certification, tout en faisant preuve de souplesse, mais également adapté à la région et en prenant en compte les besoins de cette région en particulier. Et on est vraiment parvenu à faire cela, notamment à l'UNESCO, grâce à l'UNESCO, au CCEP, mais également à nos formateurs, nos facilitateurs, qui n'ont pas existé à exprimer les besoins des participants au programme. Et voilà, ça montre bien que même avec les mêmes évaluations, mêmes ressources, ça souligne bien le rôle de ces formateurs dans le programme. Voilà, une des choses qu'on a appris. Un autre point, c'est que les formateurs sont également là pour soutenir les participants face à leurs défis plus techniques. En général, on considère les formateurs qui sont là pour l'apprentissage, mais ils sont également importants dans le soutien des participants face aux différents défis d'accès, d'utilisation. Et voilà, on a vu que ces formateurs, ceux qui étaient plus à l'aise avec la technologie, pouvaient venir en aide directement aux participants, et cela a permis d'obtenir d'encore meilleurs résultats
Et voilà, il était important de souligner ce point sur l'apprentissage en ligne. Un autre point que Nakita a soulevé, le besoin de souplesse, c'est le deuxième enseignement clé. Ce programme a été élaboré pour qu'il se tienne en ligne, mais et nous avons une option hors ligne où les participants pouvaient télécharger le manuel s'ils ne pouvaient pas y avoir accès en ligne. C'était prévu, mais on s'est rendu compte que, par exemple, certains matériaux devaient être accessibles et d'autres non. On a, par exemple, donné l'option aux participants de faire, lorsqu'ils faisaient des QCM, et donc ceux qui ont eu plus de temps ont pu avoir le certificat complet. Et c'est ce qui a permis aux personnes qui avaient plus de contraintes de participer au programme, ou du moins partiellement, même s'ils n'avaient pas la possibilité de faire les 25 heures totales. Ça parfois impliquait de repousser les dates limites pour les projets qui avaient des dates butoirs. Lorsque c'était nécessaire, on a dû repousser ces dates butoirs. Et peut-être que à l'avenir, on pourrait envisager d'allonger la durée de ce programme. Enfin, en termes de processus interne à Blackboard et de nos pistes d'amélioration, lorsque l'on remettra ce projet en œuvre, bien sûr, il y a énormément de complexité. Nous devons échanger avec le ministère de l'Éducation, les écoles, les enseignants, et tout cela en simultané. Et ce que l'on a appris, c'est qu'il faut retirer les obstacles entre le moment où les enseignants veulent participer, décident de participer, et lorsqu'ils commencent. Donc, lorsqu'ils s'inscrivent, tout de suite, ils doivent être inscrits. Alors là, c'est une chose qui, sur un plan technique, est tout à fait faisable, mais c'est important que dans les projets à venir, on garde ça à l'esprit dès le début, plutôt que d'avoir des points de transition où on peut en fait perdre certains candidats, certains participants. Voilà, une piste d'amélioration pour nos projets à venir à Blackboard. S'assurer que les participants sont directement inscrits et définitivement inscrits plutôt que d'avoir plusieurs étapes. Voilà donc les trois enseignements clés de notre point de vue. Voilà, ça a été un plaisir de participer à ce projet et participer à cette équipe. Merci beaucoup, Joël. Voilà donc les enseignements clés pour Blackboard. On se tourne désormais vers Chantal. À vous la parole. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Latoya, chers collègues. Bonjour à tous. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être ici. Je viens effectivement de la University de West Indies, qui fait partie donc du Centre caribéen d'éducation. Et ça a été vraiment un grand plaisir de participer à ce projet. Un projet qui nous a vraiment beaucoup appris. Donc, pourquoi ne pas partager avec vous quelques enseignements que nous retirons de cette expérience, avec peut-être de quoi s'inspirer pour la suite dans les Caraïbes et au-delà. Il faut bien sûr que ces enseignements puissent s'appliquer à d'autres contextes, et c'est vrai que c'est effectivement le cas. Et je pense que vous pourrez, les uns ou les autres, vous en inspirer. Alors, entre juin et novembre, comme l'a dit Nikita, nous avons eu plus de 10 000 enseignants des Caraïbes qui sont enregistrés pour cette formation pour savoir comment ils pouvaient impliquer des stratégies intéressantes dans leurs enseignements mixtes, c'est-à-dire en ligne et hors ligne, atteindre donc une majorité d'apprenants. Et avec la collaboration de nos partenaires, nous avons pu effectivement travailler auprès de ceux qui s'étaient engagés avec cet objectif-là. Et les partenaires, eh bien, parlons-en, l'UNESCO, l'UNICEF, les ministères d'éducation de la région, bien sûr, les commissions nationales, et puis aussi les master
trainers qui nous ont permis de fournir un enseignement de qualité. Alors, vous voyez un peu à quoi ressemblent les choses, comment nous avons travaillé pour avancer. Alors, donc, on a commencé donc par un petit rafraîchissement, si vous voulez, des formateurs eux-mêmes, en leur rappelant à travers des sessions de mentorat quelles étaient les choses requises en matière de maîtrise digitale. Vous le voyez ici, on a eu une session de formation 1, un formateur et 2 assistants formateurs qui ont travaillé avec la première cohorte d'enseignants participants entre juin et juillet. Une deuxième série, je dirais, qui a commencé au mois d'août. Et à ce moment-là, entre-temps, les formateurs assistants ou suppléants étaient certifiés. Ils devenaient à leur tour formateurs de plein droit, de sorte qu'à ce moment-là, on avait plus de 15 master trainers, donc formateurs principaux, qui étaient à ce moment-là dûment préparés à, à cette formation. Donc, ils ont travaillé avec un certain nombre si vous voulez, euh, d'enseignants et on a fait ensuite une session 3. On a, si vous voulez, essayé de s'en tenir à 160, si vous voulez. Le nombre, on a essayé de maintenir à peu près le nombre, mais ça dépendait des disponibilités, bien sûr, des disponibilités des personnes qui participaient à la formation. Alors, nous avons fait des enquêtes de qualité pour avoir un retour d'expérience. Et là, c'était très intéressant. Vous voyez, cette personne a dit que c'était quand même dur, difficile intellectuellement, qu'elle a dû relire ses notes en prenant son temps. Autre intervention, quelqu'un qui a dit que c'était très utile et assez effectivement difficile par moment. Il y en a qui ont des problèmes de connectivité, d'autres ont d'autres zones. C'est vrai qu'on vit, on existe, on a différents cadres familiaux, professionnels, de sorte que les participants parfois ont eu un peu de mal à pouvoir suivre parce qu'ils avaient leurs circonstances de vie qu'il fallait prendre en compte. Et quelqu'un d'autre a dit, voilà, un cours qui a été vraiment utile, qui nous a appris des tas de choses. Et cette femme a dit qu'elle a maintenant, et je cite, une meilleure compréhension de comment elle peut structurer son enseignement dans si vous voulez, dans le contexte d'un enseignement mixte, panaché. Ce que l'on voulait que les gens comprennent qu'effectivement, il y a des grands principes pour l'éducation en ligne, mais qu'après, il y a tout le côté décision, la réflexion sur est-ce que telle ou telle chose est adaptée à mon public. En tout cas, ce qui ressort de ces différentes cohortes et de ce qu'elles nous ont fait comme retour, voilà globalement, renforcement de la capacité des éducateurs caribéens pour mieux comprendre, concevoir, proposer un enseignement à la fois pertinent, inclusif et équitable aux enfants de la région. Oui, alors amélioration du ratio d'éducateurs formés, amélioration du nombre, renforcement du nombre d'enseignants qui ont été accompagnés et qui sont en mesure maintenant de fournir cet enseignement à distance et qui peuvent aujourd'hui vraiment accompagner un enseignement à distance et les élèves peuvent être, si vous voulez, connectés. Ils sont parfois très loin et difficiles à atteindre, mais là, les enseignants maintenant se sentent davantage en confiance et avec une plus grande confiance en eux. Et effectivement, on a renforcé les capacités des enseignants en matière de maîtrise du numérique. Ils savent proposer des solutions panachées beaucoup mieux maintenant et
il est aussi, si vous voulez, important, je pense, de tirer parti de ce groupe de 52 formateurs dûment qualifiés, ils sont au nombre de 52. Il faut les mettre, vraiment, à profit et pouvoir utiliser leurs compétences. Alors, les enseignements 3 principalement sur lesquels, je souhaite, insister. 1, le cursus doit évoluer. On a entendu ce qu'on nous a dit. Il faut contextualiser davantage, tenir des contextes familiaux, personnels, professionnels. Bien sûr, le contexte de Blackboard Academy, était, effectivement excellent, mais il faut quand même prévoir un ajustement des cours pour, eh bien, heu tenir compte des besoins. Mais c'est vraiment hyper important ce que vous dites là et ça ne fait que renforcer d'ailleurs, ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la nécessité d'assurer une bonne conception et une bonne formation, heu, des, formateurs. C'est très important. C'est vraiment une expérience très riche, n'est-ce pas? Oui, oui, vraiment c'est très riche, voir cette formation des formateurs. Alors, c'est un peu un MOOC en fait. C'est un petit peu un MOOC, ce type de cours, parce qu'en fait, il y a des activités synchrones, asynchrones. Heu, les personnes qui suivent ces programmes, heu eh bien, rencontrent effectivement le mentor ou le formateur pour des activités synchrones, sachant qu'ensuite il y a des activités avec la cohorte. Il y a des possibilités de maintenir la collaboration entre les heures d'enseignement, heu et ça, permet vraiment de se former au mieux, pour, assurer sa certification. Merci Chantal, tout à fait d'accord. Heu nous avons, il se trouve justement, Norista qui est, formatrice, qui va pouvoir revenir sur un certain nombre de choses, que vous avez évoquées. Alors un grand, grand merci Chantal pour cet exposé et gardez bien, cette planche et ce slide et je pense que c'est critique effectivement. On va voir si dans le question-réponse, si il y a encore d'autres témoignages, heu, mais on voulait vraiment, heu, entendre en tant que formateur, quel est son point de vue. On voudrait entendre, Narushka également. Merci vraiment Chantal pour cette, contribution et merci également à votre équipe, Dr Kanutum. Merci. Alors, c'est maintenant, Norishka, qui a la parole, qui est elle-même formatrice. Nous avons, 150 participants environ qui sont là cet après-midi. Alors, mettez bien sûr, vos questions. On ne pourra pas, évidemment répondre à tout le monde parce qu'on a peu de temps à disposition, en tout cas pas dans un premier temps, mais il fallait vraiment qu'on vous entende. Merci, de cette possibilité qui m'est donnée de parler. Les orateurs, qui m'ont, précédée ont dit tout ou presque. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Ce que j'ai entendu, je suis d'accord, hein, sur tout ce qui a été dit. Je dois vous dire que moi-même, j'adore, c'est ma passion, l'éducation et au moment de la pandémie, nous nous sommes retrouvés dans la même situation que bien d'autres pays. Les enseignants n'étaient pas préparés, ils ne savaient pas comment pouvoir travailler tout à coup dans cet environnement virtuel, en ligne et dans la plupart des établissements scolaires, y compris dans l'établissement où je travaillais à l'époque, eh bien, le problème dans les écoles, c'est que, heu, on se retrouvait responsable. Fallait créer l'information, fallait créer des cours en ligne et les professeurs, les enseignants, ils connaissent la matière qu'ils enseignent, mais ces choses-là, ils les connaissent pas forcément. Enfin, cet environnement numérique, tout ça, c'est pas leur rayon, si j'osais dire et et je dois vous dire que moi-même, j'ai eu,
du mal et ça a été vraiment intéressant pour moi de voir à quel point j'étais capable d'apprendre. Important pour moi, de comprendre que parfois les élèves qui ont des besoins spéciaux et ben, il faut les prendre en compte, y compris dans ce contexte particulier en ligne et puis aussi autre point, je me mais comment maintenir l'intérêt des élèves dans cet environnement? Parce qu'avant, on les voyait, les élèves, mais là, dans cet environnement en ligne, le plus souvent, on ne les voit pas. Ils coupent leur caméra vidéo, on ne sait pas s'ils suivent. Alors voilà, certains des points, qui m'intéressaient et voilà aussi l'un des nombreux enseignements que j'ai pu retirer justement de tout ce que j'ai appris avec cette formation, que j'ai appliqué ensuite dans, ma propre classe et puis que j'ai partagé avec d'autres enseignants. Je suis aussi formatrice, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Plus de 900 participants, je crois, ces 6 derniers mois avec ces 3 cohortes auxquelles j'ai participé et ce que Chantal a dit tout à l'heure, heu, c'est aussi ces informations au retour qu'on a eu des enseignants par rapport aux informations qui leur ont été données. Bah, moi aussi, je suis tout à fait d'accord et c'est ce qui ressortait des cours, auxquels j'ai pris part, en tant que formatrice. Les enseignants se rendent compte à ce moment-là à quel point ils vont pouvoir appliquer concrètement ces informations dans leur salle de classe avec leurs élèves et c'est tellement précieux ces informations-là, ces informations qui me sont données, par des spécialistes du numérique et ensuite j'applique ça dans ma classe et ce qui a été très intéressant aussi, dans notre, pays, néerlandophone, c'est que, heu, même si, nous sommes un pays où il y a différentes langues qui sont parlées, tout le monde apprend effectivement le néerlandais et l'anglais, hein. Tout le monde est bilingue, tout le monde parle aussi espagnol. On se rend compte quand même que quand on participe à des débats, qu'on suit un cours, c'est quand même autre chose et qu'il reste plus facile quand même d'écouter et de lire. C'est une chose que de lire, d'écrire, mais c'est encore autre chose que d'exprimer, par exemple, ce qu'on ressent dans telle ou telle langue et je dois vous dire que c'est quelque chose qui a été particulièrement été apprécié, c'est que on a eu cette possibilité d'écouter, par exemple, toutes ces informations au retour des différents, professeurs, des différents enseignants et donc ça nous a permis ainsi de nous adapter et on a créé 2 groupes spéciaux en néerlandais et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu parce que même si certes, les matériaux sont dans d'autres langues, en anglais, bien les débats, ils se sont faits vraiment en néerlandais. C'était important. Ça a permis aux enseignants de vraiment exprimer leurs sentiments et leurs points de vue dans leur langue maternelle, et aussi, si vous voulez, recevoir des instructions dans leur langue. Ça leur permet de s'approprier vraiment les informations. On pourrait dire encore bien d'autres choses, heu, mais je ne sais pas, je pense que je vais m'en tenir là pour l'instant. Il y a des questions-réponses qui sont prévues. Je pourrais peut-être compléter tout à l'heure. Merci Norishka et nous allons sans plus attendre, dans la dernière ligne droite, hein, de cette petite table ronde. Alors Juanita, elle est la dernière, mais certainement pas la dernière en intérêt que nous lui portons. Merci Latoya. Comme vient de le dire, Norija, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Moi, j'ai entendu les autres intervenants, je me reconnais complètement dans ce qui a été dit. Je vais peut-être préciser un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai appris, moi? Même si même si, je ne connaissais pas vraiment très bien l'informatique, si vous voulez, j'ai fait le programme Blackboard et ça m'a permis quoi? De comprendre un certain nombre de choses, que je ne percevais peut-être pas aussi bien avant. Comme, Joël l'a dit tout à l'heure,
les enseignants qui ont participé au programme Blackboard ont pu se rendre compte un petit peu de ce que vivaient les élèves. Et ça m'a aidé moi, et je peux parler pour des collègues aussi, ça nous a en fait aidé à pouvoir préparer nos cours pour ces élèves en sachant ce qu'ils ressentaient. Et ça a été vraiment très, très utile, bien sûr, pour les cours hors ligne, mais aussi en ligne. Ça nous a permis de prévoir, si vous voulez, des modalités de cours qui soient plus gérables à la fois pour les élèves et pour leurs parents. Et tout ce côté, si vous voulez, conception des cours était très important. Toute la communauté Blackboard, elle était là pour faire en sorte que tout un chacun puisse adapter à sa situation. C'était pas juste une plateforme. Tout le monde avait quelque chose à y prendre à ce Blackboard. Et je pense qu'on a mis en place une sorte de zone de confort parmi les choix qui nous ont été proposés. C'est-à-dire qu'on a pris ce qui était pertinent, chacun pour notre contexte. De mon côté, c'est ce que j'ai fait et, et ça a été très fructueux. Il ne faut pas oublier que la Dominique est passée complètement en ligne depuis le début de l'année scolaire, hein, début septembre. Il n'y a pas de physique, hein. Donc effectivement, ça a été un cours qui a été particulièrement bienvenu. Il tombait à pic et moi. Ça m'a aidé à préparer aussi les collègues, les enseignants avec qui je travaille. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir retransmettre ce que j'avais reçu, tout ce que j'avais reçu, je l'ai communiqué aux collègues qui ainsi ont pu, avec moi, se préparer à relever ce défi qui était l'enseignement en ligne. Et puis aussi, dans Blackboard, tout le monde y trouve son compte. Ce n'est pas, comme ça a été dit tout à l'heure, juste, quelque chose qui concerne, la vie au quotidien. Il y a aussi tous les aspects inclusion, des élèves. Tout ceci est prévu dans, l'académie Blackboard. Il y a quelque chose pour vous, il y a tout le monde a quelque chose à trouver. Donc vraiment, je vous invite tous, hein, à en profiter. Participer à Blackboard, ça veut dire prendre confiance dans sa capacité à faire face, à se préparer et préparer les parents, les élèves à cette situation qui peut se présenter. Un très grand merci, Juanita. J'apprécie, chers collègues, chers participants, ce premier tour de table se termine. Cette première table ronde, nous faisions l'état des lieux du programme Blackboard actuel tel qu'il a été mis en œuvre dans la région avec le soutien d'un certain nombre de partenaires, le Centre pour la planification de l'éducation, l'UNICEF, évidemment, un certain nombre de ministères, entités publiques de la Jamaïque. Ceci nous a permis donc d'assurer l'ampleur de notre programme. Nous vous remercions tous pour votre participation. Je pense que nous allons pouvoir passer sans plus attendre à la deuxième table ronde de discussion, après quoi nous aurons quelques questions éventuellement. Merci donc beaucoup à vous tous. Et merci pour votre excellent travail et d'avoir souligné votre expérience personnelle et l'expérience des participants que vous représentez. J'ai désormais donc le plaisir de vous présenter les participants de la deuxième table ronde. Shera Carrington-James, qui fait partie de l'association des professionnels femmes. Elle est chimiste et a reçu plusieurs titres, plusieurs diplômes, notamment dans l'innovation. Les présidentes de l'association des des directeurs d'écoles secondaires publiques. Ah, voilà, et ça fait 34 ans qu'elle travaille et pourtant elle a l'air si jeune. Également avec nous, Joyanne de Fourbab, qui est
qui est professeure assistante à la faculté d'art à l'Université de Belize. Elle est également coprésidente les études de l'éducation dans les Caraïbes. Bienvenue à vous, Joanne, et j'en profite également pour présenter Clover Hamilton Flowers, qui travaille au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Formation en Jamaïque. Elle est assistante responsable de l'éducation. Voici donc les participantes de notre deuxième table ronde. Merci d'être là aujourd'hui et vous allez partager avec nous des perspectives d'avenir, des actions concrètes pour renforcer les compétences TIC des enseignants dans les PEID des Caraïbes et au-delà. À vous la parole. Et merci. Merci beaucoup. Alors, pardon, j'ai affiché les diapositives un peu trop tôt. Non, c'est très bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vais donc partager avec vous la perspective des directeurs d'école dans mon pays de Trinité et Tobago et du passage en ligne de l'enseignement dû à la pandémie. Et donc, alors déjà, je vous préviens que j'utilise 2 ordinateurs différents, donc je m'excuse si c'est un peu long et un peu lent. Et le processus a été complexe et nuancé. Une fois que la pandémie a commencé, nous avons dû faire face à la réalité qu'il fallait que l'on passe en ligne. Et comme vous l'avez dit, nos enseignants n'avaient pas l'expertise, les compétences, la connectivité pour effectuer cette transition facilement. Et chaque contexte était différent, bien sûr. Voici donc ce qu'on attend de nous. Il faut être discipliné, il faut encourager les enseignants à aller de l'avant. Et donc, tout ce que nous avons, toutes les aides qu'on a eues, notamment celle de l'UNESCO, nous a permis de faire face à ce défi. Si l'investissement dans la technologie n'est pas associé à un investissement dans les formations des enseignants, alors il n'y aura pas de changement. Et nous avons participé à toutes les initiatives car nous avons vu ce que faisait notre ministère de l'Éducation, qui nous a permis d'aller d'une situation où on n'avait pas la capacité, les compétences, à une situation où on avait une certaine fonctionnalité. Donc, on avait des partenariats. Ils étaient extrêmement importants pour nous. On ne s'en serait pas sorti dans cette transition sans eux. Et donc, les différents partenaires nous ont tous aidés. Et il y a également eu des initiatives, notamment des ministères de l'Éducation, sur la performance des enseignants et la formation. Et puisque je représente les directeurs d'école, désolé, il y a un petit écart, c'est pas grave. Le programme ICT, l'interconnexion, c'est sur l'interconnexion. C'est un des points forts de cette initiative UNESCO. Une fois qu'on avait les formateurs à notre service, on a créé notre propre programme et a utilisé ces experts. Et on a fait des présentations et on a eu une conférence avec 70 sessions sur 6 jours. Ce qui a permis de partager les différentes opportunités qui étaient créées, les options de programmes, de développement, de participation des étudiants. Nous avons partagé tout cela. On a également créé les Thoughtful First Day, donc les jeudis de réflexion. Donc 1 heure par semaine sur les années 2020 et 2021. Une fois que Blackboard et UNESCO sont venus, ont travaillé avec nous, donc c'est à partir de avril 2021, je crois. On a commencé à travailler avec eux. Puisque les directeurs établissent le contexte des écoles, de leur école physique, mais également de l'école en ligne. Désormais, en termes de défis.
Oui, on voit. Nous avons, en termes de défis, certains enseignants s'inquiétaient de la sûreté, de la protection des données, mais également concernant la participation, également la disponibilité des enseignants. Ils se demandaient s'ils étaient capables de tout faire. Et ils se sont demandé, voilà, les formateurs, comment est-ce qu'ils allaient gérer la quantité de travail. La technologie, bien sûr, change la donne, le temps de préparation. Certains étaient très contents. Mais du coup, ils demandaient à ce qu'on réduise leur quantité de travail pour pouvoir s'investir pleinement. Les enseignants sont passés de participation à des tâches plus cognitives. Donc, leurs leçons sont allées au-delà du partage de connaissances, catégorisation, l'élaboration d'arguments, défense d'une thèse, intégration des plateformes. Et donc, ils ont perçu ces plateformes comme un espace où pouvaient être intégrées d'autres plateformes, d'autres applications sur Blackboard avec leur propre connaissance locale. En bas de l'écran, vous voyez donc l'équilibre dans la métaphore lundi, un jour. Donc, par exemple, certains outils étaient utiles comme les sondages, mais il est important aussi de voir les leçons plus profondes des cours. Il faut des enseignements plus profonds qui soient partagés dans les cours. Et il y avait également une question concernant l'implication des parents. Comment les intégrer à la conversation? Désormais, nos recommandations. Il y a des inégalités d'apprentissage, notamment dans notre pays, et on se rend compte que face aux inégalités d'apprentissage, il faut utiliser toutes les ressources auxquelles on avait accès dans ce projet. Et on n'a pas les outils dans l'espace, dans l'enseignement sur place pour conserver ces avantages. Et si on retourne, quand on retourne dans les salles de cours, on n'a plus que des tableaux et des craies et on n'a plus ces outils. Il y a des questions notamment de droit d'auteur. Comment est-ce que les contenus peuvent être téléchargés sur la plateforme? Et pour ça, on a donc une Bible, un document que nous a envoyé l'UNESCO, qui est une véritable référence de comment comment la technologie peut être insérée, utilisée maintenant que nous sommes de retour à l'enseignement présentiel. Donc les gens avaient très hâte de participer, d'avoir ces certifications. Vraiment, les enseignants ont beaucoup apprécié les certificats. Et donc, c'était un des points attractifs de ce programme. Ensuite, concernant le retour à l'école. Avant, à l'école, on refusait que les élèves utilisent des appareils numériques. Mais désormais, il faut changer cette approche maintenant que les étudiants sont revenus. Le ministère de l'Éducation a offert des lignes directrices concernant ces points, mais d'un point de vue légal, on n'est pas trop sûr de ce qu'elles valent. Ce sont des lignes directrices, mais ça nous met un petit peu dans une situation où c'est à nous de décider. Je m'excuse. J'aimerais soutenir ce que vous êtes en train de dire. C'est important.
d'entendre ce point de vue des directeurs d'école. Vous faites face à ces problèmes au quotidien. Très, très intéressant de voir depuis votre perspective de directeur d'école comment nous pouvons nous tourner vers l'avenir et continuer à progresser. Voilà, là, c'était le cas d'un programme Blackboard, mais il y en aura d'autres. Merci, merci beaucoup, cher. S'il y a un dernier commentaire, n'hésitez pas. Oui, donc voilà. J'allais souligner encore la connectivité, etc. Mais pour nous, ce qui est important, le point important, c'est qu'il y a un triangle entre les étudiants, les parents et les écoles. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un point très important. Vous avez parlé des parents, vous en avez parlé 2 fois, donc c'est un point important. S'assurer que tous les parties prenantes sont inclus dans la mise en œuvre, dans l'élaboration et dans le travail. Nous apprécions bien cela. Merci. Désormais, je vais donner la parole à notre participante suivante, Joyanne de Fourpam, pour qu'elle partage avec nous ses opinions sur la démarche à suivre à l'avenir. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite. Je soutiens tout ce que je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, mais personnellement, en tant qu'enseignante, en mars dernier, je travaille avec des jeunes professeurs qui apprennent à enseigner et pour eux, il n'est pas que question de structuration des programmes, etc., mais désormais, ils doivent enseigner dans un environnement nouveau. Et donc, j'ai face au défi de réimaginer mon programme de formation des enseignants. Et en mars, j'avais donc accès à ce cadre de l'enseignement pédagogique en ligne et je m'en suis servi pour faire face à ce défi du fait qui est que les enseignants ne sont pas préparés. Ces nouveaux professeurs n'ont pas été formés pour enseigner et travailler dans cet univers post-pandémie et cet enseignement en ligne. Donc, il y avait ce puzzle éducationnel que j'ai dû résoudre en tant que formatrice. J'ai dû me demander à quel point est-ce que l'on prépare nos enseignants à utiliser ces outils numériques. Et malheureusement, je me suis vite rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout préparés. Et donc, j'ai dû réfléchir à comment on pouvait changer cela. Et donc voilà, donc pour une expérience personnelle, à Belize, on a mis un terme à tous les programmes de formation des enseignants. On a fait une pause jusqu'à ce qu'on ait décidé comment on allait adapter la formation des enseignants. Et 1 an, 1 an et demi plus tard, après, je peux enfin dire qu'on a trouvé la solution. On a donc souvent parlé du nouveau normal, donc c'est en ligne partiellement, mais pas seulement. À Belize, il y a beaucoup d'enseignement qui est fait à distance avec des packages, et donc on a dû créer une préparation hybride en fait pour nos nouveaux enseignants, jeunes enseignants. Et je rebondis sur la participation des parents. Lorsqu'un nouveau professeur enseigne en ligne, l'enfant est là et ses parents sont à côté de lui. Et il faut garder ça à l'esprit lorsqu'on forme nos enseignants. Et donc, il y a différentes modalités qui existent. Et j'aimerais beaucoup que l'UNESCO crée un programme, un document pour ces enseignants. Il ne s'agit pas que de compétences, il s'agit de retravailler nos programmes de formation d'enseignants. Et désormais, on s'attend à ce que les professeurs puissent travailler dans différents modes d'enseignement. Même une fois que la pandémie sera derrière nous,
comme l'a dit la présentatrice avant moi, même quand on retournera à l'école, on ne pourra pas délaisser la technologie. Il faudra que l'on continue à enseigner de façon hybride. Et donc, il nous faut repenser nos programmes de formation, notamment travailler avec des spécialistes informatiques. Donc, d'abord, on a dû apprendre à apprendre les compétences nous-mêmes, mais ensuite, il faut réfléchir à comment remodeler nos programmes de formation d'enseignants pour leur permettre de travailler selon ces différentes modalités. Et mes étudiants s'en sont bien sortis. Et donc, car ils ont appris en partie en ligne, et donc ils connaissent mieux le contexte. Mais il faut faire attention, parce que si on leur apprend trop à enseigner en ligne, alors on ne leur apprend plus assez à enseigner en présentiel. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, c'est complexe. Donc, j'ai utilisé ce cadre TPAC de l'UNESCO sur le contenu technologique et pédagogique qui a permis, qui est donc un document qui est à disposition. Et on s'en est servi pour identifier ce qui nous manquait dans nos projets avec ces connaissances du contenu pédagogique. Et donc, concernant la démarche à suivre à l'avenir, je pense qu'il faut préparer les enseignants à enseigner en ligne. Par exemple, comment stocker les documents. Avant, il y avait ces gros dossiers et il nous faut numériser tout cela. Et quelque chose que j'ai remarqué qui est important, c'est que je devais échanger avec mes étudiants en face à face, en réunion individuelle, parce que chacun progresse à son rythme et ils faisaient tous face à des défis particuliers et différents. Donc, pour améliorer les connaissances technologiques, pour cela, on aide nos étudiants à comprendre comment enseigner de façon générale. Et en tant que professeur, il faut penser à tout. Comment on dit bonjour aux étudiants, comment on se présente. Et donc, tout cela doit impliquer maintenant l'utilisation de la technologie. Donc, c'est ce que j'ai intégré à mes programmes. Donc, ce que cela demande, c'est beaucoup plus une approche beaucoup plus individualisée, au cas par cas. Et donc, le modèle doit beaucoup plus se baser sur le mentorat individuel pour apporter des retours d'informations réguliers. Un point que je n'ai pas encore entendu dans nos conversations, c'est les défis auxquels font passer les étudiants, les formateurs, les enseignants, les directeurs d'école. Il faut apporter ce soutien social et émotionnel et rappeler aux étudiants qu'ils doivent prendre soin de ne pas succomber au stress parce que c'est un point difficile. Et donc, pour conclure, la formation des enseignants, il faut préparer les étudiants à être préparés à faire face aux défis technologiques et pédagogiques qui sont apparus. Et donc, pour cela, je soutiens le travail de l'UNESCO et j'ai hâte d'échanger sur cela. Merci, Joyanne, un grand merci. Merci de reprendre à votre compte par ce qui a été dit aussi par Shara, c'est-à-dire la nécessité, bien sûr, de prendre en compte la collectivité, même si on a besoin aussi d'un mentorat individuel qui est requis quand on a une telle distanciation, bien sûr. Mais vous le disiez, c'est un contexte tout à fait particulier, chers collègues. Je vous prie de m'excuser, mais je vous disais tout à l'heure qu'une des intervenantes a dû nous quitter et n'a pas pu participer. Dr. Clover Hamilton n'a pas pu venir parce qu'elle est engagée ailleurs. Elle a fait tout son possible, mais je comprends qu'elle n'a pas pu se
se libérer, bien sûr. Et c'est à la fois ce que disait Shara, c'est-à-dire les formateurs, eh bien, précisément, ils sont impliqués, engagés, avec une grande souplesse parfois. Et voilà, ils ne sont pas forcément ici disponibles pour en parler, mais vous tous et surtout Joanne, vous avez bien évoqué la nécessité de cette formation initiale. Ceci étant, eh bien, on a un petit peu de temps pour un échange, pour des questions, des recommandations. Alors, je me retourne maintenant vers le chat, vers la conversation, pour voir un petit peu quelles sont les questions qui sont posées. Alors, des questions autour du rôle des formateurs. Effectivement, ils ont joué un rôle manifestement très important. La manière dont ils soutiennent le programme est très important. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils se réjouissent de pouvoir participer à une nouvelle cohorte. Maintenant, j'inviterai peut-être Chantal d'ailleurs à rappeler à quel point le rôle justement du formateur des formateurs est particulièrement important. C'est au cœur même d'ailleurs du programme. Ils ont à la fois été très soutenus et très soutenants. Je pense que Chantal pourra en parler. Quant à la formation qui est en cours actuellement, elle s'achève dans les Caraïbes, et il s'agit de partager. Pourquoi? Pour que d'autres régions ou les collègues africains, si vous voulez, reprennent le flambeau. C'est pour ça qu'ils sont là, qu'ils écoutent les enseignements tirés de cette phase, afin ensuite d'adapter, de répliquer avec des modifications en fonction de leur région. Et nous, le bureau multi-pays, Caraïbes de l'UNESCO va continuer à partager, à échanger. Nous ne manquerons pas de continuer de vous tenir informés dans les années à venir de l'évolution de nos programmes. Alors Chantal, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut préciser le rôle des formateurs, alors oui, les formateurs, eh bien, si vous voulez, en fait, ils ont commencé par suivre le même cours que les participants. Et à cette occasion, ils ont pu avoir un retour d'expérience de la part de leurs formateurs, et ils ont aussi reçu si vous voulez, des conseils des formateurs qui les formaient. Tout ceci pour vous dire que les maîtres formateurs ont une session également pratique avec la cohorte 1 pour pouvoir se mettre un peu en train. Ils ont eu aussi des sessions de mentorat avec Blackboard, avec l'académie. Et nous nous sommes rencontrés donc à- après la formation des cohortes 2 et 3 à titre hebdomadaire, et à mesure que la cohorte était lancée, que les choses commençaient à bien tourner, que les gens se sentaient confiants, on a un petit peu espacé les points que nous faisions avec les formateurs, mais on a maintenu le contact sur un groupe WhatsApp, et bien sûr, le formateur, le maître formateur a dans ce contexte un rôle très important. À chaque fois que les participants étaient confrontés à des difficultés, ils pouvaient en faire état auprès du formateur. Donc oui, bien sûr, le maître formateur, il est très important. C'est un peu le moteur ou la locomotive qui assure la collaboration, l'implication de tous, et qui a fait aussi que les participants ont pu achever et mener à bien leur formation. Merci d'insister sur cette souplesse, cette adaptabilité des programmes, parce que parfois, on a du mal, si vous voulez, à adapter des programmes, à les décliner au niveau local parce que les gens n'ont pas été formés. Or, d'une dimension très importante justement de ce programme, eh bien, c'est que les formateurs peuvent être formés en fonction de la situation locale. Et puis, je reviens sur ce que disait Joyanne tout à l'heure. Elle a dit qu'il y avait ce besoin d'accompagnement par un mentor,
Et elle a dit aussi que les parents, qui sont des acteurs importants, devaient aussi être impliqués. Ils font partie de la communauté après tout. C'est un petit peu, vrai, l'espace, pédagogique où les parties prenantes, à l'enseignement un petit peu évolué. Alors comment est-ce que les parents peuvent être mieux impliqués? Alors, je pense que les parents maintenant comprennent qu'ils sont partenaires, de plein droit, du fait, bien sûr, de l'éducation, virtuelle. Vous voyez, par exemple, après là, juste après que je vous quitte, je verrai, des, élèves, de mes élèves enseignants, former, les enfants et les parents. C'est-à-dire qu'on veut ce que l'on veut, c'est que les parents comprennent, vraiment, les difficultés. On a parfois des familles qui sont hispanophones, anglophones, qui ne sont pas anglophones et que ces enfants-là, il n'y a qu'à l'école qu'ils entendent l'anglais. Donc c'est, aussi, mais c'est vrai, un défi, mais dans un tel contexte, c'est encore plus important d'impliquer, les parents. L'école doit penser à la manière de former aussi, le cercle parental et pas simplement les enseignants. C'est donc, une espèce de formation qui prend parfois des voies auxquelles nous n'aurions pas pensé, d'emblée. Merci beaucoup, Joyanne. Sur cette note, je tiens à vous remercier tous. Je me demandais si vous alliez nous parler de quelque chose de génial ou de quelque chose de trop difficile. Or, ce que vous en dites, c'est que c'est une méthode excitante, c'est une manière vraiment amusante et excitante d'enseigner et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Très franchement, moi, en fin de carrière, je n'aurais jamais imaginé avoir une percée vers de nouvelles techniques et méthodes d'enseignement. Donc oui, en tant qu'enseignante, effectivement, c'est quelque chose de très, excitant et je pense que, le maître mot, c'est la souplesse, hein. Rien n'est, marqué pour toujours et moulé, dans l'acier, hein. Les choses sont souples. Un grand merci, adaptabilité, souplesse, flexibilité et respect, de la communauté, du fait que l'on est ensemble et puis aussi ce regard équilibré sur le fait qu'il vous appartient aussi de continuer à apprendre. Merci à toutes les participantes, merci à Chantal et à Joyanne aussi. Voilà, le délai qui nous était imparti, s'achève. C'est parfois un peu difficile de respecter les horaires et sans plus attendre, donc je suis vraiment ravie, de parler et de donner la parole à Jennifer Britton, qui est donc du secrétariat de CARICOM et qui est, directrice de programme adjoint. C'est le programme Site pour le développement. Merci beaucoup. Voilà un débat vraiment très, intéressant. Heu je pense que nous pourrons reprendre à notre compte un certain nombre de vos remarques, hein, et peut-être pour rebondir sur les toutes dernières interventions, je dirais que cette formation a été très intéressante. C'est un apport, pour le secteur de l'éducation dans la région Caraïbes et je suis contente de participer à cette table ronde et je voulais vous remercier aussi tous, les partenaires qui ont contribué pour qu'on ait des résultats bénéfiques. Quelques remarques que je souhaitais partager avec vous. Les difficultés, les problèmes, il y en a, certes. On nous dit, par exemple, qu'il faut des matériaux adaptés, des, politiques, intégrées et complètes et exhaustives au plan national, localisation, donc prise en compte, des besoins locaux, y compris en matière de TIC, effectivement, comment est-ce qu'on les organise, ces techniques, pour qu'elles soient bénéfiques pour l'usager? L'importance des maîtres formateurs, on en a tous parlé et je pense qu'effectivement, d'ailleurs, il y a certains points sur lesquels j'aimerais revenir.
besoin de souplesse par rapport à cet enseignement hybride en particulier. On en a aussi beaucoup parlé. Un intervenant a d'ailleurs évoqué les modalités multiples de l'enseignement et c'est vraiment important effectivement ce côté hybride de l'enseignement. Et puis, on a dit à plusieurs reprises que les possibilités d'apprentissage pour les personnes qui participent à la formation, bah, elles sont nombreuses. C'est à la fois une chance et parfois un défi, une difficulté. Donc, comment aborder ça de manière peut-être un peu plus stratégique et aussi la nécessité d'une plus grande fiabilité de la formation. Il faut que tout, y compris la technologie, soit davantage fiable. Après, j'espère que nous avons vraiment tenu compte de tout ce qui nous a été donné en retour par les enseignants. C'est James qui parlait, cette espèce de pression à devoir passer à l'éducation en ligne. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé acculé hein, assez rudement parfois, y compris l'année dernière, à devoir passer à l'enseignement numérique. euh, et il faut que l'on puisse investir davantage dans la technologie et dans la formation. Et je suis bien placée pour le comprendre puisque je travaille là-dessus au quotidien, ici au secrétariat. Après, on a parlé de l'interconnectivité, la formation, la technologie. On dit que ça permet vraiment de mettre tout le monde à niveau. Voilà une idée qui me plaît. Je reprends ça à mon compte. En matière d'éducation, effectivement, nous obtenons cette formation et nous sommes au contact des gens. On a parlé d'outils, je les ai notés, mais ce Canon James a parlé d'un outil qui effectivement pourrait être répliqué. Euh, il s'agit de faire des groupes de parole et d'écoute où l'on peut échanger, y compris au niveau interrégional entre enseignants. Euh, Par ailleurs, nous travaillons actuellement, c'est pour ça que ça m'a particulièrement intéressé, un cours qui est en place ici au CARICOM, qui est un cours de formation digitale. Et il y a une task force donc, qui est là précisément comment on peut mettre en place ensuite des certifications, des créances, une certification en matière de maîtrise technologique. Ensuite, et là, c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit et j'espère que je ne suis pas la seule, mais je ne doute pas d'ailleurs. Il y a un autre point. On a parlé de la triangulation, Madame Jane, je crois. Moi, je voudrais ajouter que effectivement, c'est un peu la chaise absente, c'est-à-dire qu'on est en plusieurs endroits à la fois. Alors, si vous voulez, on n'a plus de triangulation en réalité. On n'est plus sur un tabouret, là, il faut qu'on soit vraiment assis sur une chaise avec des échanges dans les différentes directions. Après, quelqu'un a parlé de réimaginer l'enseignant. Effectivement, c'est pour ça que nous sommes là, les modalités multiples, le e-portefeuille, le distance, le emailing est quelque chose qui gagne en importance et pas simplement dans notre secteur, c'est-à-dire que tout le monde dans ce monde doit avoir une certaine maîtrise numérique, c'est une évidence, et il faut le savoir. Il faut effectivement pouvoir, je dirais, lever la main et se développer. Ça passe par un mentorat. Euh, Je dirais par ailleurs que l'accès au dispositif n'est pas toujours simple, il ne faut pas le négliger.
pour en parler avec les parents, avec les enseignants, on a cette question qui se pose, comment est-ce que les choses vont devenir vraiment réelles? Cet enseignement réel pour eux, bah, ça passe par la mise à disposition de dispositifs, de téléphones ou autres dispositifs qui permettent d'accéder, bien sûr, à cette formation. Après, on a parlé aussi de la solution Blackboard en disant que ça a permis une vraie formation à la planification de la formation, heu, la sécurité des données. Enfin, quelqu'un a dit qu'il fallait continuer à approfondir le débat sur cette question dans la région. Ça m'a un peu surprise, hein. La surcharge, de travail, autre point qui a été évoqué. Heu là aussi, je pense qu'il faut qu'on en reparle, puisque, c'est quelque chose qui peut, menacer même nos élèves, hein, dès leur plus jeune âge, le sentiment d'en avoir trop à faire. Après également, l'implication des parents. Nous avons tous dit, que, c'est effectivement important. Heu, Lorsqu'on travaille sur une planification pour la région, on prend en compte les parents parce que si on n'implique pas les parents, il est évident que, une fois encore, on court à l'échec, hein. Heu, Ensuite, on a parlé, heu, des traumatismes. Il faudra revenir sur cette question. Je vais m'arrêter là, mais quand même, je pense qu'il faut, faire en sorte que des initiatives telles que celle-ci soient vraiment, suivies d'un certain nombre d'effets et de discussions en aval. Ensuite, ces formateurs, ces maîtres formateurs et qui sont certifiés, il faut que, leurs noms soient publiés, y compris par l'UNESCO pour que l'on sache qui ils sont et savoir qui a besoin de notre soutien. Et il y a, je pense aussi, la nécessité de formation renforcée et d'échanges entre, toutes les décideurs et responsables nationaux en matière de site et j'invite tous, bien sûr les participants à utiliser la task force des enseignants, toutes les ressources qui sont à disposition dans la région des, Caraïbes. Enfin 2 derniers points, les agences régionales de l'UNESCO, par exemple, mais d'autres également, ont un rôle vraiment à jouer, rôle qui consiste à faire vivre ces expériences, à les diffuser pour que tout ce qui se vit s'inscrive dans les plans plus vastes, par exemple, toutes les ressources, les plans plus vastes d'utilisation des ressources. Enfin, autre point, investissement dans les technologies, voilà, qui devrait permettre de donner une plus grande équité en matière, d'éducation, notamment dans les petits États insulaires, en développement. Et enfin, si vous voulez, nous avons des prévisions, en matière d'amélioration de l'enseignement, qui va être, possible grâce aux technologies de l'information, mais il n'empêche, quelles que soient ces prévisions, nous continuerons longtemps encore à avoir besoin d'enseignants qui soient salués. Je les remercie pour leur travail, que ce soit ici, dans les Caraïbes, dans le reste du monde. J'ai peur d'avoir un petit peu abusé de votre temps, mais je vous remercie. Merci Jennifer. Quel excellent discours de clôture, notamment l'appel aux enseignants et le fait que qu'il faut investir dans les enseignants. Et c'est clairement quelque chose sur lequel on insiste depuis des années à l'équipe spéciale sur les enseignants. Nous sommes convaincus, tout comme vous, que nous avons besoin des enseignants, que les TIC sont importantes pour l'enseignement, mais qu'elles ne peuvent pas remplacer ce lien spécial entre les enseignants et les élèves. Donc pour terminer, je remercie tous nos intervenants. Ça a été un échange très fructueux. On a beaucoup appris des enseignements très importants pour l'avenir et j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir ce type de conversation, ce type d'échange, car ils sont très riches en connaissances, en expérience. Également, j'aimerais remercier tous nos participants qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Merci aux participants pour leurs questions, pour leurs commentaires. L'enregistrement
de la réunion en anglais, en français et en espagnol sera disponible sur le site de l'équipe spécialisée enseignant teachertaskforce.org. Donc, vous pourrez réécouter cette réunion sur notre site si vous le souhaitez. Merci à tous, merci aux organisateurs, aux panélistes. Ça a été un plaisir de vous écouter aujourd'hui et je vous souhaite le meilleur pour les prochaines étapes de ces projets. Merci beaucoup. Thank you. Bye bye. Merci, au revoir. Thank you. Bye. Thank you.